Vous écoutez Les Dossiers d'Interpol, un podcast Europe 1. Assassin ou trafiquant, victime ou coupable, égarés dans le grand labyrinthe des frontières et des lois, ce sont les acteurs inattendus des Dossiers d'Interpol. C'est un petit garçon des années 50 avec un short un peu trop long et une chemise des surplus américains. Il a la tignasse embroussaillée, le nez en trompette et un lance-pierre dans sa poche. Il s'appelle Marcel, il vit à Marseille, dans un quartier moins que riche, moins que propre, où les maisons construites avec des matériaux de récupération s'accrochent les unes aux autres comme si elles avaient peur de tomber. Marcel est en vadrouille, c'est l'été, la rue est poussiéreuse et le soleil brûlant. Quelque part de l'une des maisons, le hurlement d'un bébé jaillit d'une fenêtre. Mais ce n'est qu'un bruit comme un autre, comme ce chien qui aboie, comme cette grand-mère qui remue des poubelles. Distraitement, Marcel regarde au loin dans le soleil la silhouette d'une femme en noir portant une valise et qui s'éloigne en direction de la ville. Le bébé s'est tu, le chien s'est calmé, la vieille a claqué sa porte. Marcel est seul à contempler les mouches. Parmi tous ces petits bruits sans importance, il ne sait pas encore qu'il a entendu celui d'un crime et qu'il est le seul et unique témoin fragile. Le petit Marcel n'est pas ce que l'on appelle un garçon sage. Du moins a-t-il une notion particulière de la sagesse. La sagesse, pour lui, consiste à se débrouiller tout seul. Ainsi, il y a bien longtemps que le petit Marcel a une furieuse envie d'un ballon de football. Or, à quelques mètres de là, dans l'embryon de jardin qui borde une maison, Marcel vient d'en apercevoir un. Oh, pas tout neuf, crevé même, mais tant pis. Ce ballon appartient peut-être aux enfants qui habitent cette maison, mais le petit Marcel s'en fiche. La sagesse consiste à profiter des choses qui passent ou qui traînent. Une pomme qui tombe d'un étalage ou un ballon abandonné dans un jardin, ce n'est pas du vol, c'est de la récupération. Marcel franchit donc la petite barrière. D'ailleurs, il est tranquille. Personne ne viendra le déranger. La femme en noir qu'il a vue s'éloigner tout à l'heure habite là. Marcel ne la connaît pas, il sait seulement qu'elle garde des enfants à la journée. Si elle est partie, c'est que la maison est vide. Le ballon lui est décevant et Marcel n'estime pas nécessaire, vu de près, de se l'approprier. Mais, se trouvant dans la place, il fait le tour du jardin à titre exploratoire. Derrière la maison, un chat surpris bondit sur une fenêtre entr'ouverte et disparaît à l'intérieur de la maison en se faufilant. Par précaution, Marcel jette une pierre sur les volets pour être sûr que la maison est vide. Il est prêt à filer au moindre bruit. Mais rien ne bouge. La fenêtre est mal fermée et les battants sont simplement retenus par un crochet intérieur. Alors le gamin s'approche pour regarder. Dans la pièce minuscule, rien d'intéressant sauf un berceau. En se tordant un peu le cou, Marcel croit bien en apercevoir l'occupant, 2 petits poings serrés accrochés après la moustiquaire. Tiens, se dit Marcel, la bonne femme est partie en laissant le bébé tout seul? Ah, ce n'est pas prudent. Chez Marcel, où galopent et crient une demi-douzaine d'enfants, on ne laisse jamais seul le petit dernier, même s'il dort. La mère a toujours peur qu'il tombe de son berceau, qu'il s'étouffe avec un drap, ou qu'un chat vienne faire la sieste sur lui au risque de l'empêcher de respirer. Or, il y a un chat dans cette maison. Marcel l'a vu entrer. Il le cherche des yeux. Mais le chat a disparu. Oh, après tout, se dit Marcel, ça ne me regarde pas. Et il s'apprête à filer, lorsqu'une idée curieuse lui traverse la tête. La femme qu'il a vue partir tout à l'heure, celle qui habite ici, cette femme portait une valise. Elle avait l'air de partir en voyage. C'est bizarre. C'est donc qu'il y a quelqu'un dans la maison pour garder le bébé. Et s'il y a quelqu'un, et que ce quelqu'un le trouve en train de regarder par une fenêtre, Marcel refait le tour du jardin prudemment, mais vivement, ressaute la barrière et s'éloigne. Il ne va pas loin. Quelque chose le tracasse. En se retournant, il a la certitude de ce qu'il pensait. Tous les volets sont fermés. Et la maison est suffisamment petite pour qu'il n'y ait guère à se tromper. Donc,
il n'y aurait personne dans cette maison à part le bébé qui dort. C'est drôle tout de même. Si Marcel ne s'ennuyait pas, il ne jouerait pas à ce jeu idiot. Mais il s'ennuie dans la rue déserte. Tous ses copains sont en colonie de vacances sauf lui. Alors il passe le temps comme il peut. Un premier caillou rebondit sur les volets fermés. Pas d'écho. Un second caillou, puis un troisième. Mais décidément, personne ne jaillit pour le traiter de sale gosse. La maison est bien vide. Ayant suffisamment joué à lancer des cailloux, Marcel s'éloigne un peu à la recherche d'une autre petite aventure. Il trouve une bille, fait une partie solitaire, s'installe à l'ombre d'un arbre pour tailler un morceau de bois, rentre chez lui pour goûter, ressort et se retrouve devant la maison aux volets clos. Un caillou à nouveau et puis un autre, histoire de vérifier s'il n'y a toujours personne. Et Marcel se prend à réfléchir. Il est près de 5 heures. La femme est partie après l'heure du déjeuner. Ce pauvre gosse doit brailler depuis longtemps. Mais non. En approchant, Marcel n'entend rien. Alors il refait le saut de la barrière, puis le tour du petit jardin, et va jeter de nouveau un coup d'œil sur les volets mal fermés. Le berceau est au même endroit. Et l'on aperçoit toujours les petits poings serrés du bébé accroché à la moustiquaire. Comme tout à l'heure. Dans la même position, Marcel le jurerait. C'est bizarre. Tellement bizarre que Marcel a tout à coup un peu peur. Ce bébé lui fait peur. Ce silence lui fait peur. Alors il tire sur le crochet, sa petite main a juste la place de l'attraper, et sans réfléchir, il franchit le bord de la fenêtre, puis se laisse retomber en douceur sur le carrelage. Il n'a pas fait de bruit, mais le chat qui devait dormir quelque part s'enfuit en miaulant, et Marcel, surpris, sent son cœur cogner violemment dans sa poitrine. Il est fou. On va le prendre pour un voleur. Quelqu'un va entrer et... Mais non. Le silence est pesant, à peine troublé par le bourdonnement de quelques mouches. Marcel s'approche lentement du berceau. Il voit nettement à présent les 2 petites mains agrippées à la moustiquaire. Il la soulève avec précaution et reste silencieux un long moment. Marcel n'a que 10 ans. À son âge, la mort est une inconnue. Marcel n'a jamais vu de mort, et surtout pas de bébé mort. Alors il ne comprend pas. Ce qu'il comprend, c'est ce qu'il voit. Le petit visage un peu violet, les yeux grands ouverts et l'absence de souffle. L'enfant ne fait pas ce petit bruit caractéristique du sommeil, et il n'a pas les yeux fermés. Sur son front, près de la tempe, une étrange marque bleue. À quoi pense Marcel devant cet enfant mort dans son berceau? Eh bien, il pense à ce que sa mère lui a toujours dit. Les chats font mourir les bébés quand ils se couchent sur eux. Eh bien, c'est ça. Le chat a dû dormir sur le bébé. Peut-être même l'a-t-il griffé ou mordu. C'était donc vrai, la femme est partie en laissant seuls le chat et l'enfant, et voilà. Tout de même, Marcel est intrigué. Il se penche un peu plus sur le berceau et il appelle « Bébé !»« Hé, bébé !»« Coucou, bébé !»« Qu'est-ce que tu as ?» C'est une tentative inutile, il le sentait bien. Mais c'était aussi une façon de rompre ce silence de mort incompréhensible et un peu terrifiant. D'un doigt timide, Marcel effleure la petite main crispée. Elle est glacée et il ne veut pas lâcher la moustiquaire. Cette fois, Marcel prend ses jambes à son cou et repasse par la fenêtre comme un bolide. Et puis il court, il va droit chez lui. « Maman, maman !» La mère de Marcel est occupée dans sa cuisine. Oh, il y a de quoi avec 6 gosses à nourrir et un père qui gagne à peine de quoi en élever 3. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise? Marcel reste un moment pétrifié. Bêtise?
Sa mère le sait toujours quand il a fait une bêtise. On dirait qu'elle le devine, qu'elle le lit sur son visage. Bêtise. Marcel a sûrement fait une bêtise. Et tout à coup, il sait. C'est de sa faute, c'est lui. La voilà la bêtise. La première pierre qu'il a jetée sur la fenêtre de derrière, où est-elle retombée? Il ne l'a pas vue retomber. Marcel, qu'est-ce que tu as? Viens ici. Où étais-tu à traîner? La pierre. Elle est tombée sur le berceau. C'était cela, la petite marque bleue, près de la tempe du bébé. Marcel a 10 ans. Il ne sait pas ce que c'est que d'être un assassin, même par bêtise, mais il a déjà l'instinct de conservation, la peur de ses propres actes, l'angoisse de ses responsabilités. Alors il réagit comme un petit homme, comme un vrai petit lâche. Mais enfin, Marcel, tu vas répondre! J'ai mal au ventre. Il a menti. Sans mentir, par réflexe, car il a vraiment mal au ventre à présent. Peur et remords mélangés. Le petit Marcel se réfugie dans ce mal de ventre. Il se laisse dorloter et pleure dans le giron de sa mère qui le trouve bien fiévreux et le couche avec un cachet d'aspirine. C'est ainsi que le petit Marcel s'endort pour une nuit pleine de cauchemars. Les dossiers d'Interpol, un podcast Europe 1. Quelques heures ont passé. Une éternité, semble-t-il, pour le petit Marcel, malade et incapable de se résigner à parler. En réalité, 8 heures seulement. Mais 8 heures lourdes de conséquences. Du fond de son lit où le tient une fièvre étrange, le petit Marcel entend sa mère raconter l'épouvantable histoire que tout le quartier se transmet de bouche à oreille depuis le matin. Madame S, la nourrice, elle a disparu. Et l'on a trouvé chez elle une petite fille de 8 mois morte. C'est la mère, venue rechercher son enfant, qui a averti la police en trouvant la maison fermée. Dans un brouillard, Marcel entend la réflexion de sa mère. Pauvre gosse, elle a été frappée à la tête. C'est incroyable. Qui aurait cru cela de cette femme? Elle a gardé des enfants toute sa vie. Elle en a élevé une bonne dizaine. Non, je n'arrive pas à y croire. D'ailleurs, la police n'y croit pas non plus. On pense qu'elle a été attaquée par un inconnu, un voleur par exemple, qui aurait frappé l'enfant et emmené la nourrice. Marcel grelotte au fond de son lit de peur et de fièvre mélangées. Et lorsque vers midi un policier se présente chez ses parents, il délire. Le policier vient enquêter dans le voisinage de la nourrice à la recherche de témoignages de moralité. Il recherche également des indices qui permettraient de déterminer si un étranger a rôdé dans le quartier la veille entre 14h et 18h. Mais la mère du petit Marcel ne sait pas grand-chose. D'autre part, elle est inquiète sur la santé de son fils et attend le médecin. C'était dimanche, monsieur. Le quartier est désert le dimanche. La plupart des gens sont à la plage ou en pique-nique. Nous n'avons pas bougé de la maison et je n'ai rien remarqué de spécial. Le policier comprend et change de sujet. Vous connaissiez bien Madame S? Oh, pas plus que ça. Je sais qu'elle élevait des enfants. Ces derniers temps, elle n'avait plus beaucoup de travail. Des gardes pour 2 ou 3 jours seulement. Le dernier gosse est parti il y a quelques mois. Mon fils jouait avec lui. Avait-il l'air malheureux? Je ne sais pas. Enfin, il était grand. Il me semble que si elle l'avait battu, on l'aurait su. Pourrais-je parler à votre fils, madame? Eh bien, il est malade depuis hier, il a la fièvre. J'attends le médecin. Je ne sais pas ce qu'il a. Non, juste une question, madame. Je ne le fatiguerai pas, je vous le promets. Mais c'est important. Le gamin s'est peut-être confié à votre fils, et s'il a été maltraité par cette femme, nous serons fixés. Vous croyez que c'est elle? Oh, à vrai dire, nous n'en savons rien, tant qu'on ne l'aura pas retrouvé, mais l'hypothèse de l'agresseur reste possible. Quoiqu'on ne voit pas pourquoi l'homme aurait tué l'enfant sur place et emmené la nourrice. Cela paraît bien étrange. Personnellement, et malgré les bons renseignements des voisins, je crois plutôt à une histoire classique de mauvais traitement. La nourrice sera affolée en constatant que le bébé était mort. C'est pour cela que j'aimerais parler à votre fils. Les enfants parlent plus facilement entre eux, et je n'en ai pas trouvé dans le quartier, ils sont tous en vacances. Le petit Marcel a tout entendu. Et oui, tous les copains sont en colonie de vacances. Il est le seul dans la rue à n'être pas parti, le seul à traîner. Et il est même étonnant que sa mère n'ait pas pensé à dire au policier qu'il a joué dehors tout l'après-midi. Trop préoccupée probablement par sa maladie, elle n'y a pas songé. Mais de toute façon, Marcel n'y coupera pas.
Le policier entre dans la chambre, derrière sa mère qui chuchote « Surtout, ne le fatiguez pas, je suis inquiète. Hier, il allait très bien, il a joué dehors toute la journée, et ça l'a pris brusquement vers le soir. » Voilà, elle l'a dit. Oh, cela n'a rien de grave, bien sûr, et si Marcel ne se sentait pas coupable, et s'il n'avait pas 10 ans, il saurait mentir. Au lieu de cela, il ouvre de grands yeux terrorisés sur le policier qui se penche vers lui. « Alors, mon petit gars, ça ne va pas ? Je ne vais pas t'embêter longtemps. Est-ce que tu te souviens d'un petit camarade qui était en pension chez Madame S. il n'y a pas longtemps ?» Marcel est bouche cousue sur sa peur. Et sa mère répète pour lui « Le petit Georges, ton copain, monsieur voudrait savoir si la nourrice lui a fait du mal, si elle le battait, par exemple. Il te l'a peut-être dit. » Marcel se mord les lèvres. Ses yeux brillent de larmes retenues. Il a tout juste la force de faire « non » de la tête. Sa mère le croit encore plus malade et lui caresse le front d'un geste apaisant. Elle s'adresse au policier. « Vous voyez, monsieur, il n'est vraiment pas bien. Il vaudrait mieux que vous reveniez plus tard. » Mais le policier regarde Marcel avec attention. Un policier sait lire la peur dans les yeux de n'importe qui. Or, il n'y a aucune raison pour que ce gamin ait peur de lui à ce point-là. « Dis-moi, garçon, tu as joué dans la rue hier, n'est-ce pas? Ta maman me l'a dit. Est-ce que tu n'as rien vu? Tu n'as pas vu quelqu'un que tu ne connais pas? Tu n'as pas vu Madame S. rentrer chez elle ou en sortir avec quelqu'un? » Marcel résiste. Résiste tant qu'il peut. Une grosse boule lui serre la gorge au point qu'il n'arrive même pas à parler. Il fait tant d'efforts que sa mère s'en aperçoit. Eh bien, Marcel répond, « Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, tu as mal au ventre, pas à la langue. » Marcel! C'était trop dur. Les deux larmes ont jailli comme deux petits geysers et tout à coup, c'est la libération. La grosse boule qui lui serrait la gorge remonte, explose en un déluge de sanglots étouffés. Pauvre petit Marcel. Il a à peine repris sa respiration qu'il se cache sous les draps en hurlant « Ce n'est pas moi! J'ai pas fait exprès, je savais pas, maman! J'ai cru qu'il était tout seul et le chat allait l'étouffer. Je voulais pas, maman, c'est à cause du ballon! » Le pauvre gosse mélange tout et il faut attendre qu'il ait repris son calme et son souffle. Enfin, il raconte son aventure, serré contre sa mère, la tête enfouie dans sa poitrine comme s'il voulait y entrer et s'y cacher, loin de la peur, loin des yeux du policier qui a tout l'air d'un loup-garou. Et Dieu sait que ce policier-là n'est pas un loup-garou, juste un bon père de famille. D'ailleurs, il se redresse en se tapant sur le front d'un air désolé, puis arrache Marcel des bras de sa mère et s'assoit sur le lit avec lui en lui pinçant le menton pour bien le regarder en face. « Écoute-moi bien, grande nouille. Tu n'as rien fait de mal, tu m'entends? Rien. Oh, tu as peut-être lancé une pierre, mais elle n'est pas passée par la fenêtre. On l'aurait retrouvée. Non, calme-toi, bonhomme. Je vais te raconter. Ce bébé que tu as vu était déjà mort quand tu es rentré dans le jardin. C'est quelqu'un de très méchant qui lui a tapé sur la tête avec un bâton ou un balai. Enfin, quelque chose comme ça, tu comprends? Le médecin l'a bien examiné et il est sûr de ça. Et il est sûr aussi que cette pauvre enfant était morte depuis le matin. Tu comprends, bonhomme? Ce n'est pas toi. Marcel en a le souffle coupé. Puis la réaction nerveuse ne se fait pas attendre, il sanglote à nouveau, il rit, il raconte, il s'énerve. Il a vraiment de la fièvre d'ailleurs. Il y a de quoi? Une peur pareille, une horreur pareille à son âge. Enfin, il se calme et redevient le petit Marcel de tous les jours, le débrouillard, le malin, l'intelligent petit Marcel. Dites, monsieur, la dame, je l'ai vue partir après déjeuner. Elle avait une valise, elle avait une robe noire et puis un fichu bleu sur la tête. Il n'y avait personne d'autre dans la rue. Quelque temps plus tard, sachant que Madame S. était partie seule avec une valise, sachant qu'elle n'avait pu se réfugier qu'en Suisse, en Italie, en Espagne ou en Belgique, bref, dans les pays voisins de la France, sachant d'autre part qu'une femme répondant à son signalement avait pris un billet de train à la gare Saint-Charles à destination de Genève via Lyon, Interpol entrait en action et Madame S. était arrêtée dans un hôtel suisse, rendue à la justice française 1 mois après son crime. Les bourreaux d'enfants n'ont pas d'excuses.
Madame S. voulut s'en trouver une. Faut-il vous la dire? Oui, car bien entendu, ce n'est pas une excuse. La petite fille, confiée à sa garde pour un week-end, pleurait sans discontinuer. Elle faisait ses dents. Madame S. ne voulait pas cogner si fort. Elle avait giflé le bébé avec une brosse à cheveux. L'enquête démontra que cette femme était violente, qu'elle avait la fessée prompte et le coup de pied facile. Or, jamais personne ne s'était plaint jusque-là. Les enfants élevés par elle devaient penser qu'il s'agissait là d'une méthode d'éducation, et ils n'en parlèrent que lors de l'enquête. Pour conclure sur cette histoire abominable, je voudrais rappeler ici simplement pour les petits hommes qui m'écoutent peut-être par hasard que nul n'a le droit de gifler ou de battre, et qu'avant de taper sur autrui, il vaudrait mieux se cogner la tête contre un mur. C'est moins lâche. Le mur, lui, se défend tout seul. Vous venez d'écouter Les Dossiers d'Interpol, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Imaginez, chers amis, un être humain enfermé entre quatre murs. Sur cette personne veillent jour et nuit inlassablement des équipes qui se relaient. Et cette personne est condamnée à mort. Irrémédiablement, inéluctablement, immanquablement, la main glacée de la mort resserre son étreinte sur la personne enfermée entre ces quatre murs et sur laquelle veillent jour et nuit des équipes attentives. Imaginez-la bien, cette personne dont chacun sait que dans quelques semaines, dans quelques jours, elle ne sera plus de ce monde. Et maintenant, posez-vous la question. Existe-t-il un être humain assez fou, assez cruel, pour se substituer à la fatalité et vouloir à toute force commettre lui-même l'œuvre de destruction? Oui, qui peut vouloir assassiner un mort en sursis? C'est la question que Grégory Franck nous pose aujourd'hui en ouvrant ce dossier qu'il intitule « La boîte en carton avec un élastique ». Il veut me tuer, je vous jure qu'il veut me tuer. Dans un effort épouvantable, la malheureuse qui a prononcé ces mots s'est redressée. Elle s'est assise dans son lit, au bout de la grande salle commune. Elle aurait voulu que ce soit un cri, mais elle n'a réussi qu'à sortir un pauvre croassement à peine audible qui la pourtant déchirait de part en part. Maintenant, elle est retombée en arrière sur l'oreiller. Son corps tendu comme un arc cherche désespérément à reprendre un peu de souffle tandis que ses mains translucides s'agrippent au drap rêche fourni par l'administration. La femme assise au chevet de la malade se retourne avec gêne. Heureusement, la grande salle résonne du brouhaha des conversations particulières qui l'emplit 2 fois par jour le temps des visites. Rassurée, Mrs. Formby se penche vers la malade, éponge la pauvre figure qui s'est instantanément couverte d'une mauvaise sueur. « Calmez-vous, Margie, calmez-vous. Vous savez bien que, si vous voulez guérir et sortir bientôt d'ici, vous ne devez pas faire d'efforts et surtout cesser de remuer dans votre tête ces pensées absurdes. Écoutez-moi, souffle la malade, vous êtes mon amie, ma seule amie. Ne me bercez pas avec des mensonges ridicules. Essayez plutôt de faire quelque chose pour moi. Vous savez très bien que je ne guérirai pas, vous savez très bien que je ne sortirai jamais d'ici, sauf pour aller au cimetière. Mais pour l'amour de Dieu, faites en sorte que je ne sois envoyé de l'autre côté que par la fatalité, par la maladie, et non pas par lui. Je ne veux pas qu'il m'assassine. Je ne veux pas, entendez-vous? Voyant que la malade s'énerve à nouveau, Mrs. Formby décide de lui donner satisfaction, ou au moins de faire semblant, si c'est la seule chose qui puisse la calmer. « Bien, Margie, bien. Je vous écoute.
Allez, que voulez-vous que je fasse? Approchez-vous. Plus près. Vous voyez le placard là-bas? Tenez, voilà la clé. C'est le numéro 37. Vous allez les trouver dans la boîte avec un élastique autour. Prenez-les, emportez-les, et allez trouver la police. C'est la preuve. La preuve de ce qu'il essaie de me faire. Faites attention que personne ne vous voie en train de les prendre. Il a peut-être des complices dans le personnel de l'hôpital. Si, je sais ce que je dis, des complices. Il est capable de tout. Allez voir la police. Vous le ferez, n'est-ce pas? Dites-moi que vous le ferez. Jurez-le-moi. Mais oui, Margie. Ne vous inquiétez pas. Et surtout, reposez-vous maintenant, n'est-ce pas? En entendant ces paroles, la malade s'apaise un peu. Son visage émacié se détend, ses pupilles deviennent flottantes, remontent sous ses paupières et elle sombre, brisée de fatigue et de douleur, dans un mauvais sommeil comateux. Mrs. Formby se lève et se dirige, très indécise, vers la rangée de placards métalliques. Elle tient du bout des doigts la clé marquée numéro 37. Mrs. Formby ouvre le placard. Sur la planche du milieu, il y a là la boîte cerclée d'un gros élastique. Mrs. Formby la glisse furtivement dans son sac et se sauve prestement, comme si elle venait de voler quelque chose. Mrs. Formby a repris l'autobus vers le centre de la ville et elle est seule sur la banquette. Elle en trouve son cabas et jette un œil sur la boîte carrée qui la nargue. Elle glisse une main discrète, fait sauter l'élastique et soulève le couvercle. Au fond du carton, il y a 2 plum pudding et une grosse part d'un de ces gâteaux dont les Anglais raffolent, une sorte de tourte fourrée de compote qu'ils appellent paille. C'est plutôt appétissant et Mrs. Formby songe qu'il faut vraiment être bien malade pour ne pas avoir envie de croquer là-dedans et d'y voir autant de mauvaises choses. Pendant que l'autobus roule, Mrs. Formby pense à son amie qui doit continuer à dormir là-bas dans la salle commune. Dure vie que celle de cette femme. Margie Lillian Radford. Margie, 42 ans. Voici 7 ans qu'elle a senti les premières atteintes de ce qui se révéla être une tuberculose pulmonaire. Elle s'est soignée plus ou moins bien, mais à l'exception d'une courte période de rémission, la maladie n'a fait que progresser, tant et si bien qu'elle s'est laissée convaincre voici 1 an et qu'on l'a fait admettre au sanatorium du comté de Surrey près de Milford. Seulement, à ce moment-là, le mal était tellement avancé qu'il n'y avait déjà plus rien à faire. Tout le monde le sait, la pauvre Margie la première, malgré les pieux mensonges que l'on entretient autour d'elle, elle sait parfaitement qu'elle n'en a plus pour longtemps. Elle sait très bien qu'après ce mois d'avril, elle vivra encore en mai, en juin peut-être, juillet à la grande rigueur, mais en août, elle sera sûrement morte. Madame Formby est bien triste, mais que voulez-vous? On sait très bien comment vont ces choses-là. Si seulement le moral était bon, on pourrait peut-être la prolonger un peu. Oh, c'est important, le moral, dans ce genre de maladie. Et dans le cas de Marjorie Redford, le moral n'y est pas du tout. En dehors de Mrs. Formby elle-même, la malade ne reçoit presque pas de visite. Le dimanche après-midi, le mari arrive bien après l'heure d'ouverture. Il reste assis près du lit, lâche un mot de temps en temps, puis il se lève dès que retentit la sonnerie et disparaît avec le flot des visiteurs. Le reste du temps, il confie quelques friandises au père de Margie qui vit avec lui et fait ainsi saluer sa femme par personne interposée. Ah, pas brillant tout ça, songe Mrs. Formby. Mais de là à aller se mettre en tête des idées aussi noires, figurez-vous que Marjorie Redford vient ni plus ni moins de déclarer à Mrs. Formby que son mari, ce mari qui la visite aussi rarement, cherche à l'assassiner. Vous vous rendez compte? L'assassiner. Et comment cela, s'il vous plaît? Avec les friandises qu'il lui fait porter par son père. La preuve, ces gâteaux tout à fait appétissants que Mrs. Formby porte maintenant dans son cabas, dans cette boîte de carton avec l'élastique autour. Il paraît que ces gâteaux contiennent un poison violent, que Margie en a mangé, et que c'est cela qui va la faire mourir. Et elle veut, tenez-vous bien, que Mrs. Formby porte ces gâteaux à la police et qu'elle fasse arrêter le mari de Margie pour tentative de meurtre. Faut vraiment avoir l'esprit dérangé pour inventer des choses pareilles. Est-ce que ces sortes de maladies peuvent quitter les poumons pour s'attaquer au cerveau? Allez donc savoir. Il paraît que ça va bien se nicher dans les os. Alors, pourquoi pas le cerveau? Enfin, avec tout ça, elle est bien embêtée, Mrs. Formby. La voilà embarquée dans une drôle d'histoire. Ah, qu'est-ce qu'elle peut faire? Il va falloir en parler à M. Formby, son époux.
Malheureusement, lorsque la bonne dame rentre chez elle, son mari est déjà là et il n'a pas l'air du tout disposé à s'entendre raconter des histoires de fous. Du fond de son fauteuil, le nez plongé dans son journal, il grommelle quelque chose à propos de la situation catastrophique, du marasme économique et des difficultés avec son service exportation. Non, vraiment, la soirée n'est pas idéale et Mrs. Formby glisse discrètement la boîte en carton, fermée d'un élastique, dans le placard de la cuisine. Nous sommes le mercredi 6 avril. Le jeudi 7 avril se passe, pour la bonne Mrs. Formby, dans les réflexions et les hésitations. À chaque fois qu'elle passe devant le placard, elle lui jette un œil noir. Dans quelle aventure est-elle encore allée se fourrer? Est-ce qu'elle ne ferait pas mieux d'inviter la voisine à venir prendre le thé et à manger ces fichus gâteaux appétissants pour qu'on n'en parle plus? Non, vraiment ça ne serait pas bien. N'a-t-elle pas promis à Margie de s'occuper de cette histoire? Or Margie va mourir, on le sait. Mrs. Formby, elle, doit tenir la promesse faite à une agonisante. Ah, tout cela est vraiment très embêtant. Comment faire pour aborder le sujet avec le digne Monsieur Formby, qui ne manquera pas d'être plongé à nouveau dans les problèmes de son service exportation? Heureusement, le sort va décider de faciliter les choses en faisant de cette journée du 7 avril un jour d'été précoce. Un jour d'été chaud et desséchant. Si desséchant que la première chose que fait Monsieur Formby en entrant et de se diriger vers le placard de la cuisine pour y prendre un grand verre afin d'étancher une vraie soif de travailleur. Tiens. Elisabeth! Oui, Mortimer? Qu'est-ce que c'est que cette boîte en carton, Elisabeth? Quelle boîte, Mortimer? Mais celle-ci, Elisabeth, dans le placard de la cuisine. La boîte en carton avec un gros élastique. Oh, cette boîte. Eh bien, figurez-vous, mon ami, qu'hier, je suis allé rendre visite à Margie Redford. Et avec un grand soupir, Mrs. Formby peut enfin soulager sa conscience et tout raconter à son époux. Tard dans la soirée, Mrs. Formby garde les yeux baissés sur son ouvrage tandis que M. Formby, les mains derrière le dos, tire sur sa pipe et marche à petits pas autour de la table de la salle à manger. Au centre de cette table, en pleine lumière, la boîte en carton est ouverte. On aperçoit les 3 gâteaux, toujours aussi innocents, toujours aussi appétissants. Il faut dire que les spécialités anglaises ont ceci de spécial, justement, qu'elles se conservent assez longtemps. Il faut aimer. Bref, Mrs. Formby s'est débarrassée de sa perplexité sur son mari, lequel porte maintenant tout le poids de la décision à prendre, et l'heure avance. Écoutez, Elisabeth, je pense très sincèrement que cette affaire ne nous concerne pas. Alors voici comment nous allons procéder. Dès demain, vous allez faire un paquet de cette boîte et de ces gâteaux. Vous les enverrez par la poste à l'intendant de l'hôpital. Quant à moi, je vais rédiger une lettre explicative dans laquelle je relaterai toute l'histoire. Vous la posterez également et l'intendant se débrouillera. Après tout, c'est son devoir, n'est-ce pas? Cette décision vous paraît-elle sage, Elisabeth? Tout à fait sage, Mortimer. Et l'on procède effectivement ainsi. Le lendemain, Mrs. Formby porte à la poste d'une part un paquet bien fermé et d'autre part une lettre dûment cachetée. Les 2 envois sont adressés à monsieur l'intendant du sanatorium. Nous sommes le vendredi 8 avril. Cette date a son importance et vous verrez qu'elle va jouer un rôle non négligeable dans l'étonnante histoire de la boîte de gâteaux. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Donc Mrs. Formby, ayant soulagé sa conscience, a posté la boîte contenant les gâteaux à l'intention de l'intendant de l'hôpital en date du vendredi 8 avril. Elle a envoyé également une lettre explicative avec le colis. Le samedi 9 avril, une discrète voiture noire s'arrête dans la cour de l'hôpital. Un homme en décence, c'est monsieur l'intendant de l'hôpital. Mais monsieur l'intendant est bien décontracté. Il n'a pas de cravate et son visage porte le léger hâle que vient de lui donner l'air de la mer. En effet, monsieur l'intendant vient de s'offrir 4 jours sur la côte et il a décidé de passer par l'hôpital avant de rentrer chez lui le dimanche. Les bâtiments administratifs sont déserts. Monsieur l'intendant s'arrête près de son bureau et contemple la pile de courriers, une dizaine d'enveloppes en tout. Sûrement rien de très important. Voyons quand même, urgent, somme toute est urgent. Oh, ces gens-là manquent décidément d'originalité. S'ils veulent que leur lettre soit ouverte avant les autres, il leur faudra trouver une formule différente. Ah, encore un urgent. Tiens, confidentiel. Ah, voilà qui est original. Confidentiel est tout de même moins courant qu'urgent. Monsieur l'intendant va-t-il ouvrir celle-là? Oh, après tout, si l'on a marqué confidentiel, c'est que ce n'était pas urgent. Donc les confidences
Attendront lundi, comme les autres. Qu'y a-t-il encore? Un paquet. Voyons toujours le paquet. Un coup de ciseau, la ficelle saute. D'une main pressée, monsieur l'intendant arrache le paquet et découvre une boîte de carton fermée par un gros élastique. Et dans cette boîte, 3 gâteaux superbes et appétissants. Ah ben ça, c'est gentil. Ça, je ne sais pas qui a bien pu m'envoyer ça, mais c'est sûrement un malade satisfait de nos soins. Il n'y a pas d'explication. Enfin, merci aux généreux inconnus et voilà de quoi passer un bon dimanche. Monsieur l'intendant est célibataire et le dimanche 10 avril, à l'heure du thé, il déguste seul les 3 appétissants gâteaux. Oui, il les déguste seul. Et c'est heureux. Car voici qu'une demi-heure plus tard, il ressent une étrange lourdeur à l'estomac. Dans le quart d'heure qui suit, il est vraiment malade et avant qu'une heure soit passée, monsieur l'intendant se précipite vers son cabinet de toilette, tordu en deux par d'épouvantables crampes. Monsieur l'intendant se tord par terre sur le carrelage. Il a la sensation d'avoir avalé du plomb fondu. Il crie, il hoquette, il étouffe. Monsieur l'intendant se retourne comme un gant et grâce au ciel arrive, au prix d'efforts inouïs, à se débarrasser du thé et des gâteaux. Ah, il n'est pas reluisant, monsieur l'intendant, quand il revient à l'hôpital dans l'après-midi du lundi 11 avril. Il a maigri de plusieurs kilos en quelques heures. Et tout bronzage a quitté sa face qui revêt plutôt l'aspect du papier mâché. Son premier soin est de se faire examiner par un docteur. Le diagnostic est rapide, empoisonnement violent. Monsieur l'intendant est perplexe, pas de doute, ce sont les gâteaux qui l'ont mis dans cet état. Qui a bien pu lui en vouloir, au point de lui adresser dans un paquet anonyme ce cadeau empoisonné? Tout ceci explique le peu d'enthousiasme avec lequel monsieur l'intendant rejoint son bureau et commence à dépouiller distraitement les lettres soi-disant urgentes qui sont arrivées avant le week-end. Les pensées de monsieur l'intendant sont ailleurs, très exactement, du côté d'une certaine boîte de carton fermée par un élastique. Et soudain, monsieur l'intendant s'aperçoit que quelques gouttes de sang tombent doucement sur une enveloppe. Il passe la main sur sa figure et oui, une petite veine du visage a claqué. Le médecin a raison. C'est sûrement de l'arsenic. Monsieur l'intendant regarde l'enveloppe tachée. C'est celle qui est marquée du mot confidentiel en biais dans le coin. Monsieur l'intendant ouvre l'enveloppe. Et dès les premières lignes, il sursaute. Une certaine Mrs. Formby et son mari racontent là une invraisemblable histoire de soi-disant tentative d'empoisonnement concernant l'une des malades incurables de l'hôpital, Marjorie Redford, et c'est seulement en post-scriptum que les auteurs de la lettre signalent l'envoi parallèle d'un paquet contenant les gâteaux prétendument empoisonnés. Ah, monsieur l'intendant se mord les lèvres, si seulement il avait lu cette lettre samedi. Mais d'un coup, les forces lui reviennent, et les 2 feuillets de papier à la main, il se précipite au travers des couloirs et se fait guider par une infirmière jusqu'au lit où repose Marjorie Redford. Il faut éveiller la malade qui, depuis 3 jours, donne manifestement les signes d'un déclin accéléré. Monsieur l'intendant commence alors, aussi doucement que possible, pour ne pas fatiguer Marjorie Redford, un interrogatoire qui se veut précis. Mais bientôt la femme se passionne, s'énerve. « Ah, monsieur l'intendant, c'est vous que Mrs. Formby a prévenu. Mais je voulais la police. C'est la police qu'il faut, vous entendez? Il veut me tuer. Il cherche à m'empoisonner. Il a essayé de m'empoisonner. C'est mon mari. Il veut que je meure pour être libre avec cette femme. » Voyons, Mrs. Redford. Pourriez-vous me décrire précisément la manière dont votre mari fait ce que vous dites? Est-ce lors de ses visites qu'il vous fait absorber quelque chose? Ses visites? Une fois la semaine et encore. Oh, il est plus malin que cela. Il me fait porter de la nourriture empoisonnée par mon propre père. Oui, mon propre père. Mrs. Redford, parlez-moi de cette nourriture. Décrivez-la moi. Oh, il y a eu la confiture et puis la bouteille de jus de citron vert. Et la semaine dernière, ces gâteaux. Quels gâteaux? Les puddings. Et puis cette tourte aux fruits. Il vous en reste encore? J'ai donné ce qui me restait à Madame Formby. Oui, dans une boîte en carton. Je n'ai plus rien, mais je vous assure que je n'invente pas. Il veut me tuer, il veut me tuer. On ne pourra rien tirer de plus de la malheureuse qui sombre dans une crise de nerfs entrecoupée de rudes quintes de tout. Par contre, il est facile de vérifier sur le carnet de santé que depuis plusieurs semaines, la malade est sujette à des vomissements violents et à des spasmes suivis d'hémorragie locale, ce qui n'a étonné personne étant donné son état. D'autre part, les infirmières se souviennent que ces malaises correspondent vraisemblablement à des lendemains de visite, et une aide-soignante se rappelle nettement avoir eu en main un pot de gelée de groseille et une bouteille de jus de fruits que la malade lui a demandé avec rage de détruire en les appelant ces maudits objets. Et puis,
Et puis, il y a la boîte en carton avec les gâteaux et la triste expérience de monsieur l'intendant lui-même. C'est suffisant pour prévenir la police. Mardi 12 avril. Le détective-chef Crowhurst arrive dans le bureau de monsieur l'intendant, prend en note de toute la déposition de celui-ci. Bien. Parfait. Bien, tout ceci est fort clair, monsieur l'intendant. Pouvez-vous maintenant me faire conduire auprès de Mrs. Redford pour que je puisse l'entendre à son tour? Mais certainement, monsieur l'inspecteur, je téléphone au service. Quelques instants plus tard, monsieur l'intendant raccroche le combiné. Il est encore plus pâle, si c'est possible, qu'après son empoisonnement. Elle est morte, inspecteur. À 5 heures ce matin. La suite des choses va de soi, demande immédiate d'autopsie et parallèlement analyse des restes de gâteaux que monsieur l'intendant a eu le prudent réflexe de mettre sous clé après ses malaises. Simultanément, enquête très rapide sur l'entourage de Marjorie Redford. Son mari, Frederick Gordon Redford, lui a donné 2 enfants, mais c'est un homme intéressant que ce monsieur Redford pour les policiers. En fait, il ne faut pas chercher beaucoup pour apprendre qu'il a été marié 25 ans plus tôt, qu'il a quitté cette première femme après 4 ans, mais n'en a jamais divorcé. Il s'est donc rendu coupable de bigamie en épousant Marjorie, laquelle apparemment a toujours tout ignoré de cette situation. Un autre point ne manque pas de retenir l'attention. Frederick Gordon Redford travaille dans un laboratoire à l'hôpital Saint-Thomas de Londres. C'est d'ailleurs là, en faisant une prise de sang, qu'il a fait connaissance de celle dont il comptait manifestement faire sa 3e femme et auprès de laquelle il passe de plus en plus de temps depuis plusieurs années, notamment depuis que Marjorie est entrée au sanatorium. Auprès de lui vit le père de Marjorie. Alors M. Redford est convoqué pour interrogatoire. Qui a porté les friandises à votre femme? Ce n'est pas moi, c'est son père. Il affirme que c'est sur votre demande. C'est exact. Pourquoi? Parce que je n'avais pas le temps de le faire moi-même. Avez-vous tenté d'empoisonner votre femme? Écoutez, inspecteur, la malheureuse allait mourir, elle était condamnée, tout le monde le savait, les médecins m'ont prévenu voici plusieurs mois. Vérifiez si vous le voulez. Pensez-vous que je me rendrai coupable de meurtre, même si j'ai envie de me débarrasser de ma femme? Pensez-vous que cela en vaille la peine dans ces conditions? Pourtant, monsieur Redford, votre profession, eh bien justement ma profession. Elle me permet de connaître non seulement l'usage des poisons, mais les techniques de l'autopsie. Je sais parfaitement que l'arsenic se détecte très facilement. Pour faire ce que vous sous-entendez, il aurait fallu que je sois vraiment très très bête. Ou bien au contraire, très très malin, monsieur Redford. Inspecteur, c'est la maladie qui a tué ma femme, rien d'autre. Maintenant, si vous pensez vraiment pouvoir retenir contre moi la moindre charge, arrêtez-moi et conduisez-moi devant un jury, sinon... Puis-je disposer? En effet, monsieur Redford, vous pouvez disposer. Je n'ai pour l'instant aucune charge contre vous, mais je vous prie de ne pas quitter la ville et de vous rendre au commissariat demain à 16h30. Nous aurons alors les résultats de l'autopsie et de l'analyse des gâteaux, et peut-être alors vous ferai-je mes excuses. Dans le cas contraire, monsieur Redford... 14 avril, 16h30. Le hall du commissariat est vide. 17h, on téléphone au laboratoire où est employé Redford. Il n'est pas venu de la journée. 17h30, 2 agents pénètrent chez Redford et le trouvent sur son lit, les yeux révulsés, raide mort depuis plusieurs heures. L'autopsie de Marjorie Redford et l'analyse des gâteaux démontrent infailliblement que ce n'est pas la tuberculose qui l'a tuée, mais l'absorption massive d'arsenic, un poison que son mari pouvait facilement se procurer et dont il connaissait le maniement. Les médecins légistes révéleront que Frederick Gordon Redford, le mari, lui, a succombé à l'ingestion d'acide prussique, un toxique violent. Alors penserez-vous, la chose est claire. Il s'est suicidé parce qu'il savait très bien ce que donnerait l'examen du corps de sa femme et qu'il serait inévitablement désigné comme coupable. Mais n'allons pas si vite car, d'une part, ne savait-il pas depuis toujours, comme il l'a dit, que l'arsenic est très facile à déceler? Dans ce cas-là, pourquoi aurait-il procédé ainsi? D'autre part, l'acide prussique que Redford a avalé met environ 1 minute pour agir. De toute manière, il n'a pas eu le temps matériel de se débarrasser du flacon contenant le poison. Alors, de 2 choses l'une. Ou bien il a avalé le poison assis sur son lit et il est mort sur place, ou bien il l'a absorbé debout et s'est traîné jusqu'au lit pour y mourir. Or, ni dans la chambre, ni ailleurs dans la maison, qui n'est pas très vaste, nulle part, entendez-vous,
les recherches les plus minutieuses n'ont jamais permis de retrouver le moindre flacon. Alors, Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.